Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Léa Landman. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes géopolitologue. Léa Landman, vous vous intéressez aujourd'hui à la stratégie de Donald Trump vis-à-vis de la Russie, avec cet objectif défini par la Maison-Blanche, semble-t-il, détourner Moscou à la fois de la Chine et de l'Iran. Oui, alors en fait, tout commence en 2015, quand on commence à parler à Washington de Great Power Competition, la compétition entre les grandes puissances. Donc ça n'a pas commencé, c'est pas d'aujourd'hui cette histoire, ça fait 10 ans qu'on en parle. Mais depuis son retour à la Maison-Blanche en 2025, donc, Donald Trump met en œuvre une stratégie inspirée de ce qu'on appelle reverse Nixon. Donc, au lieu de diviser l'URSS et la Chine, comme dans les années 70, il cherche à isoler Pékin en attirant Moscou dans l'orbite des États-Unis. Là, comme Kissinger. Voilà, on va en parler de Kissinger. Vous avez été prévoyant. Il a ouvertement déclaré vouloir désunir la Russie et la Chine, estimant que Pékin représente la menace numéro 1 pour Washington, et c'est ça le plus important. Le Moyen-Orient, l'Ukraine, la Russie, tout ça, ok. Mais son but final, c'est sa troisième, en fait, première priorité de politique étrangère, c'est la Chine. Et tout ce qui l'empêche d'arriver à son point final, en fait, ça doit dégager. Pour être familière. Oui. Dans cette optique, il privilégie un règlement rapide de la guerre en Ukraine, donc, même si cela signifie accepter des conditions favorables au Kremlin. L'objectif est clair, remodeler les relations entre grandes puissances en créant un partenariat États-Unis-Russie comme contrepoids à l'influence croissante de la Chine, l'Europe out. Et donc la Maison-Blanche parie sur la possibilité d'éloigner la Russie des ennemis des États-Unis. Alors, c'est vraiment particulier comme réflexion connaissant Poutine, mais oui, dans le cadre de cette stratégie, l'administration Trump cherche à rompre les liens entre Moscou et la Chine. La Chine, l'Iran et la Corée du Nord, donc cet axe dont on parle, le contrepoids en fait à l'alliance occidentale. Son équipe considère que la Russie, bien qu'affaiblie, ne veut pas être le junior partenaire de Pékin. En contrepartie d'un rapprochement avec les États-Unis, Trump propose des incitations, levée progressive des sanctions, accords économiques, normalisation diplomatique. C'est hyper important pour Poutine d'être réintégré en fait dans cette grande humanité, les nations, etc. Ainsi, Washington privilégie une diplomatie triangulaire où des concessions sur l'Europe, comme la fin du soutien inconditionnel à l'Ukraine, mais en fait beaucoup plus que ça, pourraient être échangées contre la coopération russe contre la Chine et l'Iran. Donc en fait, il va balancer l'Europe, l'Ukraine sous les roues de la voiture. Et en termes de modalité ou de méthodologie, on est dans l'application pure et parfaite, j'allais dire, de la diplomatie dite transactionnelle. Alors, méthodologie, j'irai pas jusque-là, mais je ne pense pas non plus que c'est fait à la va-vite, sans réflexion, ni rien du tout. Le mode opératoire de Trump repose sur des accords qu'il dit, lui, pragmatiques, sans considération idéologique. Alors, par exemple, il a proposé des négociations trilatérales sur le contrôle des armements avec la Russie et la Chine, suggérant que les trois grandes puissances réduisent leur budget de défense de 50%. Je vous rassure tout de suite, la Chine n'y croit pas du tout. C'est un geste qu'on peut dire audacieux, qui illustre son approche du grand marchandage global. C'est un homme d'affaires, mais ça se voit vraiment à tous les niveaux. Cette politique transactionnelle se traduit aussi par la médiation russe dans le dossier iranien. Et là, Moscou a accepté de faciliter les échanges entre Washington et Téhéran sur le nucléaire. L'idée de Trump est simple, réorganiser l'échiquier mondial pour recentrer l'effort américain sur la rivalité avec la Chine. Comment, Léa, les think tanks américains analysent la nouvelle stratégie américaine vis-à-vis de la Russie ? Alors, ça va entre pragmatisme et scepticisme quand même. On est sceptique sur cette histoire. L'approche de Trump divise les experts américains, comme tout d'ailleurs. D'un côté, certains voient du bon sens dans l'idée de fissurer l'axe sino-russe en exploitant les réticences de Moscou à se laisser dominer par Pékin. D'un autre côté, de nombreux analystes estiment que cette stratégie est vouée à l'échec. Contrairement à la rupture sino-soviétique des années 70 qui était basée sur l'idéologie, en fait, l'alliance actuelle entre la Chine et la Russie repose sur des bases solides parce que basées sur des intérêts, coopération économique, militaire et technologique. Donc le principal risque, en fait, selon le Council on Foreign Relations, est que cette tentative de rapprochement avec Moscou pousse encore plus la Chine et la Russie dans un front uni contre Washington, sans le faire de manière évidente. D'autres experts rappellent que la Russie, malgré un possible apaisement avec les États-Unis, restera un acteur révisionniste, cherchant à affaiblir l'OTAN et le leadership américain. Alors justement, Léa, comment est-ce que Moscou voit ce qui est en train de se passer ? Est-ce qu'au Kremlin, on y voit une opportunité stratégique ou un piège américain ?
Alors, je ne sais pas s'il y a un piège, mais en tout cas, une opportunité de rentrer un peu entre les filets et de réussir sans céder grand-chose sur le dossier sans ukrainien, céder grand-chose. Pour l'instant, en tout cas. Ouais. Et encore, l'histoire de l'Ukraine n'est pas terminée. L'histoire des terres rares n'est pas terminée. Mais pour la Russie, les ouvertures de Trump, en fait, elles constituent une opportunité économique et stratégique, mais aussi un risque de manipulation, évidemment. Moscou aimerait obtenir un allègement des sanctions, une reconnaissance de ses préoccupations sécuritaires et une plus grande liberté d'action en Europe de l'Est. Cependant, elle ne souhaite pas non plus compromettre son partenariat avec Pékin, qui reste vital pour son économie. C'est hyper intéressant parce que toute cette histoire de compétition entre les puissances, ça laisse aussi un espace aux petits et moyens pays dont on va parler, si on a le temps à la fin, de trouver une sorte d'équilibre entre toutes ces grandes manipulations. Alors, la Russie fait partie de ces grandes puissances. Je ne sais pas si c'est vraiment justifié, mais en tout cas, elle en fait partie. Et même la Russie va devoir maintenant faire un travail d'équilibriste. Le Kremlin a d'ailleurs signé en janvier, là maintenant 25, un partenariat stratégique complet avec l'Iran, qui garantit en fait une coopération renforcée sur 20 ans. Je ne sais pas ce que les États-Unis peuvent proposer à la Russie ou ce qu'ils veulent proposer à la Russie pour les éloigner, enfin, ou pour briser cet accord de coopération. Ce pacte, il couvre la coopération énergétique, militaire, financière, avec des dispositions pour contourner les sanctions occidentales. En parallèle, Moscou et Pékin continuent de renforcer leurs liens. La Russie a accepté d'augmenter ses livraisons de gaz vers la Chine via le projet Power of Siberia 2, tandis que Pékin continue de fournir à la Russie des équipements technologiques cruciaux pour son industrie de défense. Ainsi, la Russie adopte donc une approche prudente. Elle exploite le rapprochement avec Washington pour obtenir des gains économiques, mais sans abandonner ses alliances existantes. Donc en fait, c'est pas ce que Trump recherche. À un moment, Trump va aussi vouloir qu'on paye argent comptant ce qui lui est promis. Et donc on va pas continuer à le faire tourner en bourrique. Dans ce tour d'horizon, Léa, il nous manque un acteur et pas des moindres, Pékin. Alors à Pékin, cette nouvelle stratégie de Trump, elle inquiète un petit peu. La Chine sait que le véritable objectif américain, c'est de réduire son influence en divisant ce bloc sino-russe. Pour contrer cette manœuvre, elle renforce ses liens avec Moscou, donc notamment par des accords énergétiques, comme on l'a dit, et militaires. Mais la Chine craint aussi qu'un rapprochement russo-américain conduise à un isolement stratégique et travaille à solidifier ses alliances alternatives, notamment en renforçant la coopération économique avec l'Iran et d'autres membres des BRICS. Et l'Europe dans tout ça ? Alors l'Europe, comme vous le savez, c'est un peu la panique, en fait. On a suivi avec beaucoup d'attention le discours hier d'Emmanuel Macron, qui était très bien. Une nouvelle ère, avec peut-être 3 ans de retard, mais avant, il y avait Biden, c'était peut-être ça la raison. En tout cas, les choses ont changé. Depuis hier, il n'y a plus de partage de renseignements américains aux Ukrainiens qui lui ont permis quand même une grande suprématie sur la Russie. Les Européens vont essayer de remplacer donc ce vide, mais c'était un discours très clair, très précis, qui devait être dit. Maintenant, la question, c'est pas seulement les discours, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'avec les peut-être, et peut-être demain, et peut-être après-demain, et il faut qu'on réfléchisse. Et pour l'instant, c'est urgent. Le Conseil européen extraordinaire qui s'est tenu aujourd'hui Qui s'est tenu aujourd'hui, mais surtout, le temps de la réflexion longue et stratégique, c'est fini. Il faut trouver maintenant de quoi combler combler ce vide des Américains. Donc les renseignements évidemment, les armes évidemment, mais pas seulement. Quelle est la stratégie européenne ? C'est maintenant. Donc la volonté de Trump de négocier directement avec la Russie en contournant les Européens suscite des vives inquiétudes. Pour retourner à Emmanuel Macron, il a le soutien inconditionnel de l'Allemagne et du Royaume-Uni et une entente qui paraît assez forte, ou en tout cas qui est perçue comme intéressante avec Donald Trump, qui estime que le fait qu'il ait roulé dans la farine sur un truc, en fait, ça lui rajoute des points. Et on l'a vu. Alors, Emmanuel Macron, c'est très bien la visite, le rendez-vous avec Donald Trump s'est très bien passé. Après, on avoue qu'il n'y a pas tellement d'enjeux économiques ou politiques. Enjeux économiques, oui, mais il n'y a pas d'enjeu politique. Personne va descendre dans la rue pour la Russie ou l'Ukraine, contre la Russie ou pour l'Ukraine. Il n'a pas néanmoins réussi à le faire bouger d'un iota, semble-t-il, sur la position vis-à-vis de l'Ukraine. Non, mais il n'avait pas l'Europe derrière. Et il n'y avait pas de coordination. Il n'avait pas proposé de contrepartie. D'accord ? Alors que Trump avait dit, proposez-moi. Il l'a dit très clairement. Il peut parler bientôt au nom de l'Europe, notamment après ce Conseil européen. Est-ce qu'il peut assurer un certain nombre de convergences et les poser sur la table ? Je pense que oui.
Peut-être à part la Hongrie, peut-être à part la République tchèque, il faut voir. Mais je pense que Emmanuel Macron peut parler au nom de l'Europe. Encore une fois, avec Donald Trump, il faut venir avec des idées très, très concrètes. Pas avec des idées en l'air et des grands principes. Idées concrètes. Et moyens derrière. Oh oui, évidemment, et les moyens, bien sûr. Voilà. Donc, en fait, si on réfléchit à toute cette histoire, ce qui ressort de cette reconfiguration diplomatique, c'est une rupture quasi totale entre Washington et Kiev. Pour l'instant, Steve, je veux vraiment dire pour l'instant parce que les choses bougent tellement rapidement. Zelensky, après des années de soutien américain, se retrouve marginalisé par l'administration Trump. On sait que des conseillers de Trump ont parlé avec l'opposition ukrainienne ces derniers jours pour voir s'ils accepteraient de tenir des élections avant la fin de la guerre. Quasi tout le monde a dit non, on attend la fin de la guerre. Donc, de ce point de vue-là, ça va. Mais quand même, il y a eu cette recherche de trouver une opposition à Zelensky. Donc pour lui, évidemment, l'Ukraine, c'est une monnaie d'échange dans sa négociation avec Moscou. C'est un retour aux logiques de rapports de force et d'intérêts bruts, mais aussi très brutaux, où les alliances sont redéfinies en fonction des priorités immédiates plutôt que des valeurs ou des engagements passés. Je ne veux pas faire des relations internationales avant une idylle. C'est pas comme si avant tout était basé que sur les valeurs, mais au moins de manière claire, les pays qui étaient démocratiques avaient plus d'affinités, c'était pas aussi brutal, c'était pas aussi transactionnel. Donc l'avenir des relations internationales sous Trump sera donc dominé par des logiques de transactions. Chaque acteur cherchera à maximiser ses gains dans un système de plus en plus marqué par la compétition des grandes puissances. La Russie, la Chine et l'Iran continueront d'avancer leurs pions, tandis que l'Europe tentera de préserver son autonomie face à une Amérique moins prévisible et plus focalisée sur ses intérêts immédiats. Moins prévisible et donc plus dangereuse. Et beaucoup plus dangereuse, mais plus dangereuse pour l'Europe dans le sens où sous soutien principal n'est plus garanti. Donc à l'Europe de définir cette politique de défense dont on parle depuis des années maintenant. Pour terminer, Léa, vous avez parlé de Kissinger. John Altman du CSIS, lui, commence son article en disant que d'un côté, cette stratégie a pu contribuer à des évolutions comme la conclusion d'un accord de paix, d'un cessez-le-feu à Gaza et un accord sur les otages, des tentatives iraniennes d'ouvrir le dialogue avec les États-Unis, et une réflexion européenne donc sur l'augmentation des budgets de défense et en général une réflexion de la part de l'Europe sur sa place, ses alliés, ce qu'elle veut devenir. Mais le risque est clair, certains pays, ceux qu'on appelle les moyens et les petits pays, vont essayer de naviguer ce nouvel environnement géopolitique en attendant que la tempête passe. D'autres vont chercher des alliances alternatives, notamment avec la Chine et la Russie. À long terme, l'attitude perçue comme erratique des États-Unis, je ne suis pas sûre qu'elle soit si erratique que ça, pourrait pousser d'autres pays à les considérer comme un allié moins fiable et un compétiteur beaucoup plus agressif. Donc Altman rappelle que Kissinger affirmait que le changement de l'ordre mondial repose sur deux facteurs: une redéfinition de la légitimité et un changement dans l'équilibre des pouvoirs. Ces évolutions se produisent graduellement, c'est jamais un boom qui arrive. Mais elles sont souvent accélérées par des événements majeurs comme une guerre ou une crise économique ou un nouveau président à la Maison-Blanche. À la différence près que Kissinger comprenait profondément les lignes rouges et les besoins des nations, et c'est ça qui faisait sa grandeur, parce qu'il savait donner à chacun ce qu'il avait besoin, Trump s'en moque. Il ne veut pas que ses ennemis connaissent ces lignes rouges, parce qu'il estime que, en connaissant ces lignes rouges, les ennemis peuvent les contourner. On est dans le bluff. On est dans le bluff, mais fois. un bluff très réel en fait. Très très réel. Et très réfléchi finalement. Alors, je ne sais pas si réfléchi... Au moins à court terme. En tout cas, l'idée générale, c'est d'être assez extrême dans les idées et assez brutal pour que tout le monde ait besoin de se dire « Ok, on va se mettre une seconde à table et on va redessiner un peu nos propositions parce que là, ça va pas. » Merci beaucoup, Léa Landman, d'avoir été avec nous. Merci, Steve. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.